Voilà, bienvenue donc à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour ce nouveau webinaire consacré au marché cyber au Maroc. On va y consacrer 1 heure, peut-être plus si vous êtes réactif, si vous avez des questions, si vous souhaitez intervenir, ce que je vous encourage vivement à faire. Vous avez la chance d'avoir en face de vous ce matin des experts qui peuvent répondre à vos interrogations, à vos questions, avec qui partager vos expériences. Donc n'hésitez pas surtout à prendre la parole pendant ce webinaire. On n'attendra pas la fin pour les questions-réponses. Je préfère que vous rebondissiez sur ce que vont dire nos 3 intervenants, sur ce que peuvent dire aussi les autres participants. Je trouve ça plus pertinent, ça rend plus dynamique le webinaire. Ce webinaire, c'est le vôtre, c'est un moment qui vous est consacré aussi. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à prendre la parole et à participer. Vous êtes libre d'activer vos micros comme bon vous semble, d'éteindre ou de rallumer vos caméras. Donc, voilà, la balle est dans votre camp pour participer activement avec nous à ce webinaire. Comme je l'ai dit en préambule, donc ce webinaire est enregistré. Le replay sera disponible sur notre site web dans la rubrique Vos outils BCI Info. Donc vous pourrez revoir l'enregistrement de ce matin. La petite présentation PowerPoint qui va vous être montrée durant ce webinaire sera elle aussi disponible en format PDF. Je vous enverrai à tous et à tout un mail pour vous alerter de la mise en ligne de ces supports. Je vais tout de suite vous présenter nos intervenants. Donc, on a la chance d'avoir trois experts avec nous ce matin. Vous avez certainement aussi reconnu, je ne le présente plus, mon collègue Nicolas Plantis, chargé d'affaires BCI pour le numérique et la cyber. Donc, merci Salwa, Jamal et Houssine d'être avec nous ce matin et de partager votre savoir de l'écosystème cyber au Maroc. Houssine fait partie de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, membre du réseau de prestataires agréés BCI depuis quelques années déjà. Donc, bonjour Houssine et merci d'être avec nous. Bonjour. Houssine nous dressera un petit panorama sur le marché marocain. Et puis Salwa et Jamal, bonjour et merci à tous les deux. Vous faites partie de la société Eastroad. Vous êtes PDG, DG respectivement de cette société marocaine, expert en cybersécurité. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Vous le ferez beaucoup mieux que moi. Je vous invite à le faire maintenant si vous voulez. À toi, Alors, c'est loi. allez, c'est à moi. Moi, c'est Salwa Harif. Je suis PDG de la société ISS Road Consulting, où on fait tout ce qui est services et intégration cybersécurité. J'ai une expérience qui a commencé en France. Je vois la différence aussi entre les différents écosystèmes marocains et français. Donc nous, en fait, à la base, on faisait surtout de l'offshoring de services dans la partie Identity and Access Management. Donc on a fait ça pendant quelques années à 100% offshoring et depuis 2 ans maintenant à peu près, on couvre le territoire marocain où on opère sur du service et de l'intégration aussi, cyber. Merci Salwa. Jamel. Et je prends la parole. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jamel Jessour. Je suis directeur général de ISS Road, donc j'ai ma PDG qui vient de se présenter juste avant moi. Je suis membre du bureau de l'APEBI, qui est la fédération de l'IT et de l'offshoring au Maroc. Je suis vice-président de l'ISACA pour le chapitre marocain, enfin casablancais. Je suis président de la commission économie numérique de la Chambre de commerce internationale, donc l'Organisation mondiale des entreprises. J'ai une très longue expérience dans le digital, dans l'administration réseau et tout ce qui est cybersécurité. Comme Salwa, moi j'ai commencé mon expérience de travail professionnel en France, puisque j'ai sécurisé pas mal d'administrations françaises et j'ai travaillé chez pas mal de grands opérateurs en France avant de rentrer au Maroc. Et puis, bon, ça fait une vingtaine d'années que je suis au Maroc maintenant, donc je connais très bien le marché marocain. L'avantage que j'ai, c'est qu'en dehors d'avoir des activités au sein d'associations professionnelles digitales,
J'ai également été patron de plusieurs entreprises dans le digital et dans la cyber et également directeur d'une société, slovaque, donc leader de la cybersécurité européenne qui s'appelle EZ, que tout le monde doit connaître, je suppose. Donc j'ai une vision un petit peu à 360 degrés sur tout ce qui se passe sur le marché marocain. Parfait. Merci, Jamel. De Houssine, rien. c'est à toi? Alors rapidement, Houssine Ouassahi, je suis chargé de la filière tech et services au niveau de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Donc notre métier, c'est accompagner les entreprises françaises pour la prospection au sol marocain. Donc on accompagne à peu près, l'année 2022, on a accompagné 140 entreprises. Pour 2023, on a un objectif de 180. Voilà, rapidement. Merci beaucoup. Nicolas, un petit mot sur toi? Mmh, Même si tu es connu comme le loup blanc. oui, mais je crois qu'il y a pas mal de gens que je ne connais pas forcément dans le webinaire d'aujourd'hui. Donc, Nicolas Plantis, je travaille chez Bretagne Commerce International et j'accompagne les entreprises, du numérique dans leur développement à l'export et en ce qui inclut les entreprises, du secteur de la cybersécurité. Voilà. Merci. Et donc, moi, je suis Karen de BCI également et je suis en charge des réunions d'info, webinaires, rendez-vous acheteurs au sein de la team BCI. Le sommaire, j'en ai parlé tout à l'heure, donc panorama général du marché marocain et puis nos 2 visions terrain du marché cyber qui seront faites par Salwa et Djemal. Je vais vous présenter brièvement BCI. Habituellement, je passe rapidement là-dessus, mais on a quelques entreprises avec nous ce matin et c'est super, qui n'ont jamais participé à nos webinaires et qui ne connaissent peut-être pas encore les services de BCI. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes une asso de plus de 1000 adhérents, même aujourd'hui, financée par le Conseil régional de Bretagne et la CCI Bretagne. Notre mission, c'est de vous aider dans votre développement à l'international, d'identifier et d'accompagner aussi les projets d'investissement étrangers en Bretagne. Donc, on a multiples services à votre disposition pour vous informer, pour structurer votre déploiement international, pour promouvoir l'offre des entreprises bretonnes auprès d'acheteurs étrangers. On a vraiment beaucoup de services, quel que soit votre secteur d'activité, quelle que soit la zone géographique que vous ciblez. On s'entoure d'un réseau de prestataires agréés de plus de 250 entités partout dans le monde. Donc, on est vraiment à même de vous accompagner, quels que soient vos projets et quelle que soit votre maturité sur tel ou tel marché visé. Je vous laisserai lire les différents services là, que l'on vous propose donc, à l'international. Conseil individuel et sur mesure, accompagnement collectif par métier. On vous aide aussi dans beaucoup de champs de compétences tels que ce qu'on appelle, nous, dans le jargon technique et réglementaire, dans tout ce qui est juridique, logistique, réglementation, fiscalité, financement, etc. Ça, c'est l'équipe sur le terrain en Bretagne, côté CCI International. L'équipe BCI, c'est une vingtaine de personnes au siège ici à Rennes et aussi une équipe dans les CCI territoriales partout en Bretagne. Donc, vous avez les coordonnées et les trombines de tout le monde ici sur cette diapo. Pour le développement commercial, vous avez les 5 chargés d'affaires qui sont aussi sur le terrain, évidemment, partout en Bretagne à votre rencontre et qui viennent vous voir en rendez-vous. Donc, vous retrouvez Nicolas ici sur cette diapo. Je vais faire un petit focus alors sur BCI Info. C'est vraiment la plateforme de veille et d'information en ligne que l'on a créée depuis plusieurs années maintenant. Certaines ressources sont disponibles uniquement aux adhérents de BCI, mais vous avez toutes les veilles marché, les veilles techniques et réglementaires qui sont ouvertes à tous. Vous savez que pour faire appel au service de BCI, vous n'êtes pas obligé d'être adhérent de l'association, mais néanmoins, lorsque vous êtes adhérent, ce que je vous encourage vivement à faire si ce n'est pas encore le cas, vous avez le privilège d'avoir accès à des ressources, à des services, à des événements que l'on organise spécifiquement pour les adhérents.
Un des services justement réservés aux adhérents, c'est cette nouvelle plateforme qui s'appelle Suppliers from Bretagne, qui est un e-catalogue, ni plus ni moins, de toutes les compétences disponibles en Bretagne, quel que soit le secteur, quelle que soit la filière. Si vous êtes adhérent, c'est gratuit. Je vous encourage vraiment, vraiment à créer votre profil sur cette plateforme. L'objectif, c'est de vous rendre visible auprès d'acheteurs et d'investisseurs étrangers, mais surtout d'acheteurs. Ça a déjà fait ses preuves depuis 1 an. Il y a des contrats qui ont été générés et des partenariats qui ont été créés grâce à cette plateforme. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à revenir vers Nicolas ou vers moi pour créer votre profil en ligne sur Suppliers from Bretagne. C'est réservé aux adhérents, donc si vous n'êtes pas encore adhérent, encore une fois, n'hésitez pas à le devenir. La cotisation, elle est très petite, elle est 250 € hors taxe par an. Donc, vraiment, devenez adhérent et rejoignez les 1000 adhérents actuels de l'association. Je vous laisserai lire les autres diapos. Deuxième petit focus avant de rentrer dans le vif du sujet de ce matin et de laisser la parole à nos intervenants. Un mot sur l'Open de l'International, ce grand événement annuel qui a lieu tous les ans le premier lundi de juillet. Donc cette année, ce sera le 3 juillet à Saint-Brieuc. Vous pouvez déjà noter la date dans vos agendas. On a coutume de dire que l'Open de l'International, c'est l'occasion pour vous de faire le tour du monde en une journée. Pourquoi? Parce que durant toute cette journée, vous avez l'opportunité de rencontrer plus d'une centaine de nos prestataires agréés à l'étranger, comme Houssine par exemple. Ils viennent à votre rencontre. Pendant cette journée, vous pouvez participer à des rendez-vous B2B, à des ateliers, à des tables rondes, à des forums de networking. L'inscription est gratuite à cet Open de l'International. C'est exclusivement réservé aux entreprises bretonnes et aux partenaires de BCI. Donc vraiment, notez la date dans votre agenda. Vous recevrez un mail le moment venu pour vous inscrire. L'inscription est obligatoire en ligne, mais elle est gratuite. 3 juillet à Saint-Brieuc, donc pour cette 11e Open de l'International. On rentre dans le vif du sujet, à moins qu'il y ait déjà des questions, mais normalement, à ce stade du webinaire, tout est clair. Ah si, dernière petite chose, je vais lancer avant de quitter le webinaire, je vais lancer un petit sondage en 3 questions si vous voulez bien prendre une petite minute pour y répondre. C'est important pour nous d'avoir votre retour et d'avoir vos suggestions éventuellement sur des thématiques prochaines que vous souhaiteriez voir aborder lors de prochains webinaires. Donc je lancerai le petit sondage à la fin des interventions de Salwa, Jamel et elle aussi. On y va? Je commence. Comme vous voulez, on peut changer l'ordre qui était prévu selon Je commence, la je fais une période. présentation de la Chambre de l'économie marocaine rapidement. Après, je laisse la parole aux experts. Alors brièvement, j'ai mis à la fin de la présentation, Lucine, toutes les diapos qui présentent les services de la Chambre. Donc les oui. entreprises auront toutes ces infos-là. Si tu veux, tu as 1 minute pour présenter les services de la Chambre avant de présenter le marché marocain. La Chambre, c'est une institution qui a été créée en 1913. C'est une association de droit marocain à but non lucratif. Nous avons plus de 4000 adhérents. Aujourd'hui, nous avons 9 délégations sur le Maroc et un bureau à Paris. Le siège est à Casablanca. Nous gérons, développement et gérons 4 parcs industriels. C'est une spécificité de la Chambre française Maroc. Et nous avons aussi un centre de formation, une école Bac+3 et un centre de formation continue pour les entreprises. Depuis 2006, nous étions délégataires de service public de Business France et depuis 2019, nous sommes une concession de service public, TFE. Donc, rapidement, ça c'est la chambre. Nous sommes la chambre la plus importante par chiffre d'affaires à l'international et par effectif, nous sommes plus de 100 collaborateurs à la Chambre française dans les services. Donc, nous sommes organisés de la même manière que la TFE, donc 5 filières, Clean Tech, Industrie, Tech et Services, Agrotech et Art de Vivre et Santé. Voilà, c'est les grands chiffres, la Chambre, rapidement. L'économie marocaine, rapidement, vous avez le tableau devant vous. Donc, nous sommes à peu près 37 millions d'habitants avec 5,5 millions pratiquement de Marocains vivant à l'étranger.
Donc, un taux de croissance de 1,23 pour 2022, une prévision de 3,3 pour l'année prochaine. Un taux d'inflation qui était assez élevé cette année, il a toujours été maîtrisé, mais les 2 dernières années étaient très, très élevé. Cette année, c'est 6,6. D'habitude, il est autour de 1,2, 1,7. Donc, la population est assez jeune, pratiquement 50% au moins de 30 ans. 64% de la population est urbaine. Et il y a beaucoup d'accords d'association de libre-échange avec les 55 pays. Donc, avec les États-Unis, par exemple, la Turquie, l'Union européenne, et j'en passe, avec beaucoup de pays africains. Il y a un accord de non-double imposition avec la France, par exemple, avec beaucoup de pays, mais entre autres la France. Un accord qui a été signé en 1971 de mémoire, de non-double imposition. Alors, rapidement, le climat des affaires au Maroc. Donc, 3 points fondamentaux, à savoir droit des affaires similaire au droit français. Donc, pratiquement la même chose. On a fait pratiquement du copier-coller. Donc, même forme, même responsabilité des gérants. Investissement libre. Vous pouvez investir au Maroc 100% avec des fonds qui vous appartiennent sans avoir à recours à un associé marocain ou autre. La garantie des transferts, donc le Maroc a signé à la France, par exemple, la réciprocité des transferts de devises et autres. Donc, vous pouvez transférer le bénéfice, transfert de capital sans limite de montant ni de durée. La langue des affaires, c'est le français, très important. Donc, tout ce qui est contrat et tout est en français. Même si l'administration est un petit peu araboune, mais toute la langue des affaires, c'est le français. Autre point important, le contact humain est très, très important au Maroc. Les gens qui ont déjà travaillé avec le Maroc peuvent en témoigner. Le contact humain est très, très important entre les dirigeants. Voilà, c'était rapidement une petite présentation de la Chambre d'économie marocaine. Merci, Eloucine. La réglementation, on y viendra plus tard. Oui, il coup, viendra avec plus tard. Oui, l'intervention de Jamal et Salah. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions déjà peut-être sur l'environnement des affaires au Maroc, si vous avez des questions par rapport à vos projets, peut-être d'implantation ou autre, est-ce qu'il y a des questions là un peu généralistes peut-être par rapport à vos situations à chacune et chacun? Si ce n'est pas le cas, on poursuit, mais n'hésitez pas encore une fois hein, à intervenir quand bon vous semble. Pour l'implantation des entreprises françaises, on a un service dédié à l'implantation. Ils accompagnent de A à Z avec le conseil et l'entreprise, les dirigeants n'ont pas besoin de se déplacer au Maroc. On peut faire tout par l'intermédiaire de la Chambre. D'accord. Bon, de toute façon, si ultérieurement vous avez des questions sur ces points-là d'accompagnement, d'implantation, et de soutien, on est à votre entière disposition. Évidemment, après le webinaire, c'est très facile d'organiser des B2B en visio avec Nicolas, avec Lucine. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est très réactifs et très flexibles pour organiser tout ça. On a l'habitude. Si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, ça ne pose aucun problème. On poursuit donc sur le contenu de ce webinaire avec votre vision terrain, Salwa et Jamal. C'est toi, Jamal, qui prend la parole au premier, je crois? Je vais commencer. Vous m'entendez hein, C'est à toi. D'accord, ça marche. Donc moi, il n'y a pas de slide. Hein. On va faire ça en improvisant un petit peu. Rien Mais de si vous mieux mettez que le live. voilà, un minimum de plan. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler de faire partie des ateliers avec le ministère de la Transition numérique, avec le cabinet de la ministre, sur la stratégie digitale 2030. Et je pense que ça serait un bon point d'entrée d'essayer de montrer qu'est-ce que cette stratégie digitale contient pour l'horizon 2030. Avant d'enclencher un petit peu sur la cybersécurité, on va se rendre compte de toute façon qu'avec cette stratégie digitale, il y a énormément de cybersécurité. D'accord? Donc voilà, donc je vais essayer un petit peu de parler de ça tranquillement. Donc le contexte et l'objectif de cette stratégie digitale,
À l'horizon 2030, c'est bien sûr de faire du Maroc ce qu'on appelle une nation digitale, donc une digital nation, en sachant que c'était quelque chose qui était déjà prévu depuis déjà plusieurs décades et qu'on a pris énormément de retard parce qu'il y a eu, les dossiers étaient prêts, mais il y avait ce qu'on appelle des ralentissements au niveau des administrations. Donc, on a pris beaucoup de retard dessus. Donc, faire du Maroc une digital nation pour pouvoir attirer donc les meilleurs dividendes, les meilleurs investissements. Et ensuite, pour voir comment ça s'appelle, faire du numérique. Donc, un levier pour l'essor de l'économie marocaine. Étant donné que depuis les années 2000, les différentes orientations des différents gouvernements était beaucoup plus axé sur le social que sur la technologie. Et avec le contexte mondial et tout ce qui est arrivé dernièrement avec la pandémie de la Covid-19, le conflit russo-ukrainien, la crise climatique, etc., ben, le Maroc, comme à peu près tous les pays dans le monde, pense qu'il va falloir trouver un nouveau relais de croissance qui passe par le numérique. Donc, l'état des lieux, il y a eu différents plans et réalisations qui ont été opérées depuis 1999, puisque le premier plan quinquennal a vu le jour en 99 donc 99-2003. Ensuite, il y a eu en 2013 le Maroc numérique. Je ne vais pas entrer dans le détail, puisque de toute façon, je pense que Houssine va reparler après de la législation un petit peu plus en détail. 2021, il y a eu le lancement de la Morocotech. Morocotech, c'est comme à peu près la French Tech, hein. Donc, on a dupliqué un petit peu ce que faisait la France. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites avec des résultats plus ou moins tangibles. Donc, il y a eu beaucoup d'investissements sur tout ce qui était infrastructure télécom, l'interopérabilité. Beaucoup de réussite au niveau de la digitalisation de tout ce qui est e-gov, donc de tout ce qui est administration et gouvernement, pour pouvoir assurer des services à l'utilisateur le plus simple possible. Donc, il y a eu vraiment de belles réussites là-dessus, principalement au niveau des douanes, des impôts, de la conservation foncière. Il y a eu une réelle réussite au niveau de l'outsourcing, puisque c'est le secteur qui emploie le plus de salariés au Maroc, avec à peu près 130 000 employés, avec un chiffre d'affaires de à peu près 14 milliards de dirhams à l'exportation. Il y a eu différents programmes pour la digitalisation qui passe par des écoles comme l'école 1337, UCOT. C'est des initiatives soit privées, soit étatiques, pour pouvoir justement faire monter en compétences et dénicher de nouveaux talents. Donc voilà, en gros, c'est ça. Quand je disais que c'était mitigé, c'est parce que si on regarde un petit peu les classements du Maroc au niveau mondial, on se retrouve par exemple 74e sur 90 en maturité digitale sur l'indice Fletcher School. On est 60e sur 79 au Huawei Global Connectivity Index. Et on est sur l'index e-gouvernement développement du YouGov de l'ONU, 106e sur 193. Donc entre ce qu'on voit sur le marché, la réalité du marché, enfin ce qu'on voit sur le marché, ce qu'on a l'impression de voir et la réalité, des fois il y a un gros décalage. Donc on a l'impression des fois qu'on est super évolué parce qu'il y a des entreprises qui sont très évoluées, très en avance sur tout ce qui est digital. Mais la réalité, si on reprend l'ensemble du marché marocain, on sent qu'il y a encore beaucoup de défauts. Donc, les gains pour le virage digital pour le Maroc, tel qu'il a été pensé, tel qu'il a été réfléchi par la stratégie digitale 2030 par le ministère, c'est donc de gagner en compétitivité économique, création d'emplois qualifiés, incitation à l'entrepreneuriat et à l'innovation et à la productivité de l'administration. Alors, pour tout cela, donc les prérequis, les enjeux, les prérequis, donc, disons on était en avance un petit peu sur tout le monde en Afrique et on s'est retrouvé avec beaucoup de retard, finalement, puisqu'on s'est retrouvé avec des pays comme le Rwanda qui a évolué très vite, le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud était toujours en avance, mais bon, l'Égypte, la Tunisie qui ont fait énormément d'efforts et on s'est retrouvé, alors, on a perdu beaucoup de terrain. Donc, ce plan digital, ces stratégies digitales visent à récupérer ce terrain-là.
au maximum, en essayant de positionner donc le Maroc en tant que hub, mais à la fois consommateur et producteur de digital, pas uniquement consommateur, comme il est plus ou moins actuellement. De mettre en place un écosystème innovant, en incitant l'innovation donc et la recherche et développement, en essayant d'avoir des bailleurs de fonds avec une fiscalité réduite, avec des crédits d'impôt, et puis avoir l'impulsion. Et je ne vous cache pas que l'ADD, l'Agence du développement du digital, est en train de travailler justement pour pouvoir mettre en place des accords avec des GAFAM et attirer des GAFAM au Maroc pour que le Maroc devienne le data center pour l'Afrique. Il y a un autre aspect qui est le capital humain, mais je pense que le capital humain, c'est à peu près partout pareil dans le monde. Il y a un fort déficit en capital humain, en talent et en compétences. Et on va voir qu'il y a un fort déficit également en cybersécurité, comme dans le monde entier. Donc, par la mise en place d'un programme national de formation à plusieurs échelles, donc à intégrer à partir du lycée et en montant graduellement, en mettant en place des programmes de réinsertion, des programmes de reconversion. Je travaille actuellement, moi, avec l'Organisation internationale du travail à la mise en place d'un plan de formation pour les formateurs en cybersécurité, en administration réseau, ainsi que pour tout ce qui est développement full stack. Donc, qui va être basé justement sur l'approche par compétences et la mise en place d'un kit pour les formateurs, donc pour que les formateurs puissent mettre en place leur propre support de formation. Et il y a un quatrième aspect qui est les infrastructures. Donc, la fiabilité des infrastructures au Maroc, les incitations fiscales, des fonds de services universels pour les télécoms, la facilitation de la concurrence. Voilà, donc c'est tous ces prérequis qui vont permettre justement de pouvoir arriver à mettre en place cette fameuse stratégie digitale. Donc sur cette stratégie digitale, il y a un zoom qui est très gros, qui est sur le capital humain, parce qu'au Maroc, il y a le contexte qui fait que il y a une insuffisance de profils digitaux au Maroc. Et cela sur 2 niveaux. Donc, ce qui a été relevé, c'était sur un niveau en termes de volume, puisqu'en 2020, les chiffres qui ont été pris pour l'étude datent de 2020. Donc, il y a à peu près environ 7600 lauréats en IT pour 2020, dont 2200 ingénieurs, ce qui n'est pas assez. En termes de valeur, c'est que la montée en gamme des ingénieurs marocains est une vraie question aujourd'hui, parce qu'elle est en inadéquation avec l'offre du marché, la demande des profils. Au niveau de la PBI, on est en train de travailler, donc l'association du digital, on est en train de travailler justement avec le ministère pour pouvoir justement les accompagner. Enfin, on est l'interlocuteur privilégié justement pour pouvoir essayer de mettre en adéquation toutes ces formations avec le marché du travail. Donc les initiatives publiques et privées de la société civile en termes de formation et de compétences sont au niveau administratif, donc public. Il y a l'ADD, donc l'Agence de développement du digital, qui a mis en place une plateforme de formation et un accompagnement pour ceux qui veulent se former et qui vise 50 000 jeunes à l'horizon 2025. Et au niveau des entreprises privées, tellement il y a un manque de ressources, il y a des académies privées qui commencent à voir le jour. Donc, il y a des sociétés privées qui mettent leur propre académie pour former justement leurs propres futurs employés et les faire monter en compétences. Voilà, donc en gros, c'est ça. Et au niveau des compétences, et ensuite les opportunités et les domaines prioritaires. Donc au Maroc, on s'est basé sur une réussite qui est celle du pôle aéronautique et automobile, donc dans l'industrie automobile et aéronautique, qui est un véritable succès sur les différentes politiques qui ont été mises en place. On s'est basé dessus pour mettre en place, pour cibler, pour faire une approche sectorielle donc des écosystèmes, de la filière digitale, et avec des priorités qui sont telles que l'agritech, la fintech, l'insurtech, l'edtech, l'industrie 4.0, la e-gov bien sûr, tout ce qui est e-commerce et tout ce qui est health-tech. Donc, et pour y arriver à tout ça, donc il y a 3 domaines d'excellence, comme je vous disais, qui est bien sûr un cloud souverain,
On parle déjà un petit peu moins de cloud souverain, on n'en est pas encore là, mais on y travaille sérieusement. Pour l'instant, on est surtout en train de parler de cloud de confiance. Cloud de confiance, ça veut dire qu'on va pouvoir faire appel à du cloud Microsoft, donc à des GAFAM ou Amazon ou autres. Et tant que la législation et puis leurs conditions de vente correspondent à la législation marocaine. À ce moment-là, on peut signer un accord avec eux et les gens vont pouvoir, les entreprises vont pouvoir utiliser tous ces services. Il y a un impératif technologique et un fort potentiel en vivier de talent que fournit l'intelligence artificielle. Donc, il y a une forte orientation sur tout ce qui est intelligence artificielle. Il y a beaucoup de formations en intelligence artificielle. Il y a beaucoup de profils intelligence artificielle qui se mettent en place pour former de profils de formation, je parle, pour former de plus en plus de gens dans l'intelligence artificielle, ne serait-ce que pour, par exemple, l'agritech, pour l'administration, la e-administration ou pour l'automobile, pour l'industrie 4.0 ou autre. Alors, les deux points que je viens de citer, tout ce qui est cloud, donc ou data center et puis intelligence artificielle, ne peuvent voir le jour selon la stratégie digitale que grâce à un seul prérequis qui est la cybersécurité. Voilà, donc la cybersécurité, pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que l'État s'est rendu compte que les entreprises marocaines sont encore très peu sensibilisées à la chose, même si le marché est en train de changer, mais il change vraiment gentiment. Celles qui sont vraiment sensibilisées, bien sûr, c'est comme dans tous les pays, ce sont les gros organismes et les administrations, parce qu'elles sont obligées. Les organismes d'importance vitale, parce qu'ils sont obligés, parce qu'il y a des régulateurs et il y a des législations. Donc, elles sont à jour, mais toutes les TPE, PME, la grande majorité, et je dirais, je vais employer un terme, sont un peu à côté de la plaque. Voilà. Et donc, il y a un fort travail à faire en termes de sensibilisation de ces entreprises-là. C'est ce qu'on fait à peu près avec Salwa au niveau du CSPF, qui est le Cyber Security and Privacy Forum, qui est une association qui n'est pas une association professionnelle, mais qui est une association qui est ouverte vraiment à tout le monde, à tout citoyen, à toute entreprise, donc à tout citoyen, donc physique ou moral, pour pouvoir justement sensibiliser et essayer de mettre en place un minimum de culture cyber qui, bien sûr, va permettre ensuite à des entreprises qui œuvrent dans la cybersécurité de pouvoir fournir leurs services correctement et en étant compris. Voilà, donc j'ai juste fait le tour un petit peu là-dessus pour situer un petit peu la stratégie digitale Maroc. Donc, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Merci, Djamel. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Profitez de ce moment privilégié. N'hésitez pas. Ou si vous n'avez pas de questions, peut-être pouvez-vous partager vos expériences. Peut-être que vous avez déjà des courants d'affaires ou engagé une démarche prospective sur le Maroc et vous souhaiteriez partager vos infos et votre expérience avec les autres. Ça aussi, Alors c'est oui, très je peux te donner intéressant un pour point tout de le monde. vue. Rapidement, bonjour, Axel Dreyfus, je suis l'un des cofondateurs de l'école 2600, qui est une école de cybersécurité, où on délivre un titre Bac+5. Et pour information, on a déjà quasiment 200 élèves sur notre campus et on va passer à 400. On est principalement en alternance et on a déjà environ 150 entreprises partenaires. Et pour info, sur CTF Time, on est 23e équipe mondiale, toutes catégories confondues en CTF. Alors moi, je reviens du Maroc. J'étais au Maroc la semaine dernière. J'étais à Essaouira, j'étais à Ben Guérir. Entre autres, j'avais rencontré nos amis de 1337. Et on travaille énormément avec Deloitte et aussi leurs filiales au Maroc qui ont monté un SOC assez exceptionnel. Moi, mon retour, j'ai trouvé une maturité extraordinaire au niveau du marché et une croissance et des perspectives qui sont fabuleuses. Nous, on y était dans l'objectif d'une implantation d'écoles de cyber au Maroc, sur lequel on travaille de manière assez active. Dans le feedback que j'ai donné, j'ai trouvé ce que vous disiez au début m'a vraiment interpellé. C'est toute la partie Casa Financial City, ce qu'ils sont en train de mettre en place en termes aujourd'hui de facilitation en termes business pour les entreprises françaises. Je trouve ça remarquable en termes de dynamisme, en termes de souplesse, même si les critères sont assez exigeants.
Et j'ai pas mal d'étudiants franco-marocains que je forme et j'ai rencontré toutes les équipes de Douat avec qui je travaille depuis très très longtemps. Il y a une qualité humaine extraordinaire au niveau des candidats. On le retrouve au même niveau. Généralement, les meilleurs étudiants en prépa scientifique en France, généralement, sont des étudiants marocains. Alors maintenant, il y a aussi la qualité space, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coût des équipes de développement aujourd'hui est élevé, moins cher qu'en France, mais parce que la qualité se mérite. J'ai trouvé des gens qui sont d'une qualité exceptionnelle et avec un gap culturel égal à 0. Et une différence aujourd'hui au niveau des maîtrises technologiques, au niveau des stacks techniques en France et au Maroc, 0. Parce qu'en fait, aujourd'hui, cette distance géographique aujourd'hui n'a aucun impact sur la qualité des gens. Donc, nous, on a trouvé que sur finalement le meilleur hub pour toute personne sérieuse pour faire de la cyber au Maghreb, mais aussi en Afrique francophone, voire en Afrique tout court, pour nous, aujourd'hui, s'il y a un seul endroit où on peut faire du business, c'est le Maroc. Le capital humain est extraordinaire. Moi, je voyais avec l'Arbi, on en parlait à 1307, il y a quand même plus de 3000 élèves aujourd'hui qui sont présents. Il y a énormément d'universités qui sont en train de se monter, même à UM6P aujourd'hui en termes de cyber, les initiatives qui se montent qui sont remarquables. Donc moi aujourd'hui, le Maroc, c'est une évidence, sera un acteur majeur. J'en réfère à un excellent article qui a été publié dans la presse marocaine par Imad El Baraka, qui est responsable aujourd'hui des opérations France et Afrique francophone chez Deloitte, où il pense à l'image d'Israël aujourd'hui que le Maroc pourrait générer 5 milliards de dollars au niveau export dans le domaine de la cyber, et j'y crois fortement. Donc, je veux dire, tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Mais par contre, moi, j'en reviens, c'est qu'il y a des besoins d'infrastructure, des besoins de bande passante, des besoins de formation, c'est évident. Mais je pense qu'aujourd'hui, de tous les pays que j'ai visités ou qui nous ont sollicités, s'il y a un pays aujourd'hui qui, pour moi, exprime le plus gros potentiel, c'est le Maroc. Donc, vraiment, j'ai été très, très, très impressionné de ma semaine d'échange et de rencontre. Merci Axel pour ce témoignage. Quelqu'un veut rebondir là-dessus ou partager une autre expérience? Juste pour sur la formation, on a un petit problème, un souci, c'est la fuite des cerveaux. Parce que les entreprises françaises viennent chercher les ingénieurs qui ont été formés dans une école avec une expérience de 3 ans, ils viennent les chercher. Ça pose un grand problème pour les entreprises. Non, Et en fait, c'est… Pardon? Yacine, si tu permets, il n'y a pas que les entreprises françaises qui viennent chercher les… Oui, mais je parlais parce que là, cerveaux on parle aux Français, c'est pour ça que j'ai parlé. Mais Ouais, c'est les alors, Américains, dans ce cas-là, c'est les ouais, non. Américains et les Canadiens qui viennent les chercher. Il y a aussi les Américains qui viennent prendre Oui, des oui, étudiants les français. Canadiens aussi. Voilà, Les mais non, Allemands, ils viennent aussi les aussi. prendre en France à un moment. Et puis, donc, il y a toujours cette bataille aujourd'hui de pays à pays. De ressources, effectivement. Alors, moi, par contre, j'ai vu une tendance qui est amusante. J'ai pas mal de copains à moi qui sont marocains ou franco-marocains, à un certain âge, c'est-à-dire des gens qui ont de l'expérience, reviennent au Maroc pour pouvoir éventuellement fonder une famille, se rapprocher de leurs parents. Donc, ce qui est assez amusant, c'est que peut-être que les jeunes diplômés partent à l'étranger. France, Canada, on parlait de la diaspora marocaine au Canada qui est très forte, et aux États-Unis. Et je vois aussi un mouvement inverse de copains à moi, parce que j'ai quand même un âge assez avancé, où pas mal de copains à moi repartent au Maroc aujourd'hui avec de l'expérience. Donc, ce qui est intéressant peut-être sur le long terme, c'est que les jeunes partent se former à l'étranger et les gens expérimentés retournent au Maroc. Ouais. C'est très véridique ce que vous venez de dire, Axel. Il y a, comment ça s'appelle par contre, il y a un changement actuellement, c'est qu'il n'y a plus que les jeunes diplômés qui partent à l'étranger, c'est que parfois on va prendre des seniors. Il y a des seniors qui partent à l'étranger, qui se font recruter et qui partent. Et pas n'importe quel senior, puisque c'est des gens qui ont été vraiment formés au niveau… Enfin, moi, j'ai connu pas mal de DSI ou RSSI dans des administrations. Il y a donc d'excellents postes et qui sont partis à Paris ou à Toulouse ou ailleurs pour changer, pour voir. Donc, il n'y a plus que le jeune diplômé qui part. C'est tout le monde part. D'accord. Tout le monde part. Par contre, l'effet inverse, c'est qu'il y a pas mal de franco-marocains qui sont prêts à faire le chemin inverse. Il y en a qui sont déçus et qui repartent, et il y en a qui trouvent leur compte. Et puis, l'État est en train justement d'encourager justement cette implication des Marocains du monde, comme ils les appellent, pour justement investir au Maroc et puis venir faire profiter de leurs connaissances et puis de ce qu'ils ont acquis. Parce que pour le Maroc, la richesse de ces gens-là, c'est tout l'acquis qu'ils ont pu avoir à l'étranger. Ouais.
C'est Je pas vous plus mal. propose peut-être, après cette intervention, merci beaucoup Axel, et puis la présentation du plan digital, peut-être, Salwa, Jamal, de parler un petit peu de la structuration du marché, peut-être la présence de chiffres ou pas, de la taille et de comment on approche ce marché de la cyber, parce qu'on a pas mal d'entreprises éditrices de logiciels qui sont présentes aujourd'hui, et je pense que c'est un sujet qu'elles aimeraient bien voir aborder. Alors, je vais peut-être dire un mot. Donc, par rapport justement à l'implantation des éditeurs au Maroc, moi, j'ai une expérience en tant qu'intégrateur. Donc, en tant qu'intégrateur, on a dû faire des partenariats avec plusieurs éditeurs du monde entier, etc. Mais un des critères à chaque fois qui était primordial et qui passe outre la technologie en elle-même, ça a toujours été la présence sur place ou l'investissement sur place. C'est-à-dire que à plusieurs moments, on a eu le choix entre des technologies, on va dire, similaires, même une qui était mieux que l'autre techniquement, et on a fait le choix de ne pas prendre celle-là parce que soit ils n'ont pas de stratégie réelle de développement au Maroc ou dans le continent, ou alors ils sont, enfin, ils n'ont pas de présence réelle sur place. Donc après, le marché ici, en fait, il passe souvent par des distributeurs. Donc il y a les éditeurs, enfin il y a on va dire la structuration, c'est donc des éditeurs qui ont une représentation sur place ou pas, et qui passent par des distributeurs pour distribuer leurs solutions. Ils investissent plus ou moins dans les budgets marketing, commercial, etc. Et c'est clairement visible. Ceux qui ont une présence sur place, qui mettent du budget sur place, de marketing, de visibilité, etc., ont gagné le marché. Je prends l'exemple de Fortinet qui ont fait enfin, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont pu faire sur le marché marocain en quelques années. Parce que justement, ils avaient une vraie stratégie d'implantation. Ils ont ramené, enfin, ils ont pris du monde pour développer le marché au Maroc, et ils ont très bien compris qu'au Maroc, ça passe beaucoup par le physique, c'est-à-dire qu'on fait des présentations en présentiel, on ramène les gens. Vraiment, au Maroc, c'est comme disait Faucine au début, il faut de la proximité. La proximité est très importante. C'est pas. Je pense que c'est le côté sang méditerranéen, peut-être, je ne sais pas. Mais il y a vraiment ce truc de proximité qui est primordial et qu'il faut avoir en tête. Donc, qui dit proximité, dit mettre du budget pour des événements sur place, pour inviter des DSI, des RSSI. Donc voilà. Donc là, c'était le mot pour les éditeurs. Si vraiment il y a une volonté de développer au Maroc et en Afrique, parce que du coup, le Maroc, c'est quand même une très belle plateforme pour rebondir ensuite sur le continent africain, il faut y aller. Enfin, il faut trouver les bonnes personnes sur place et il faut investir. Et avant de savoir si on veut, merci Salwa, avant de savoir si on veut investir, il faut connaître un petit peu le marché, et ce que me disait Jamal quand on préparait le webinaire, c'est que une des difficultés, de ce que je comprends au Maroc, c'est qu'il n'y a pas forcément la présence de chiffres officiels concernant la croissance du marché, le nombre d'attaques, etc. Tous ces indicateurs qui font qu'on va prendre la décision d'entrer sur le marché ou pas. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste assez flou, si je comprends bien, et c'est difficile de se dire: «Bon, bah, sur des critères objectifs, je décide de prioriser le Maroc par rapport à un autre pays et d'y aller». Bien Il n'y a sûr, pas de après, chiffre réel. ouais. Excuse-moi, Salwa. Il Donc, y a une étude qui a été, Jamal, il y a une étude qui a été faite par les Canadiens. Tu peux en parler peut-être, mais elle est pas non, c'est récente. une équipe elle est pas récente, elle date de 2019 et puis 2018, 2019. voilà, 2018-2019, et je ne sais pas sur quoi elle se base non plus, quoi, sur quels critères comment ils ont fait leur évaluation. J'en ai aucune Mais elle idée. a le mérite Je sais d'exister. qu'à un moment, Elle avait le mérite d'exister à l'époque. non, mais je les avais rencontrés moi à l'époque parce qu'ils voulaient venir investir en force au Maroc, et puis finalement ils sont pas venus.
Donc, il y a de la place pour nos amis français. Donc, c'est peut-être plus cool. Mais bon, non, juste au niveau des chiffres, il n'y a pas réellement de chiffres sur le marché de la cyber au Maroc. Au niveau des attaques, il n'y a pas de chiffres non plus. Les seuls chiffres qu'il y a eu récemment, c'est ceux de la DGSSI, mais qui parlaient uniquement des attaques que leur structure a pu bloquer au niveau des attaques directement sur des infrastructures ou sur des organismes d'importance vitale qui se portaient aux alentours de 500, je crois, si je me souviens bien, aux alentours de 500, mais sans plus de précision. Par contre, tous les jours, moi je sais, tous les jours, pertinemment, qu'on m'appelle tous les jours pour me dire, OK, j'ai subi une attaque. Je pense que tout le monde subit des attaques tous les jours, mais à quel degré, je ne sais pas. Mais moi, la plupart des attaques que j'ai vues de mes yeux, donc sur lesquelles j'ai été appelé à intervenir pour faire du forensics ou pour accompagner, c'est des attaques de type ransomware, la plupart du temps. Sinon, après, il y a des attaques qu'on voit arriver dans les journaux. Dernièrement, il y a eu des sites qui ont été défacés par des Algériens, par des hackers, enfin par des pirates algériens, pas hackers parce que c'est pas le bon terme, par des pirates algériens. Mais c'était le site du patronat marocain, le site des eaux et forêts, donc qui dépend du ministère de l'Agriculture. Après, il y a eu plusieurs attaques concernant des banques, des attaques qui ont eu lieu contre l'enseignement supérieur, mais ça, je pense que c'est régulier. Voilà, mais au niveau chiffres, il n'y a pas de chiffres réels. Jamel, il y avait un chiffre qui avait circulé au moment de la pandémie, début de la pandémie, de 13 millions d'attaques en 4-5 mois au Maroc. Non, mais attends, ça il faut juste lire les articles, comprendre les articles. En fait, il y a un éditeur russe que tout le monde connaît, qu'on ne citera pas, qui est bien implanté au Maroc, puisque je pense que c'est l'une des premières solutions qui est vendue au Maroc. Mais bon, il commence à perdre avec la guerre russo-ukrainienne, il commence à perdre des parts de marché. Où on part sur du 13 millions, du 20 millions d'attaques par Voilà, jour. Mais voilà, 13 ou 20 millions d'attaques en 4-5 sur le mois. Maroc. Ouais, mais bon, ça rime à quoi? C'est ce que leur centre a relevé au niveau des attaques qui ont été subies au niveau des machines. Mais bon, quel type d'attaque, on n'en sait rien. Si c'est juste une publicité qui monte, donc une publicité abusive qui apparaît, c'est quand même comptabilisé comme attaque. C'est pas comptabilisé comme attaque. C'est juste au niveau de leurs clients. On n'en sait rien. Enfin, si, c'est au niveau de leurs clients, pas plus. Donc, si c'est un autre éditeur qui vient, il va arriver avec d'autres chiffres aussi. Mais on est beaucoup plus que sur les 15-20 millions d'attaques, je pense. Je pense que c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, le fait qu'il n'y ait pas de chiffres officiels, mais on peut dire que globalement, le marché marocain, quand il se place par rapport au marché européen ou aux autres marchés d'Afrique du Nord ou d'Afrique en général, il peut être comparé à quel autre type de pays si on veut avoir un comparatif. Moi, Si je on- vais vous donner juste sur la stratégie digitale 2030 pour sortir des chiffres et pour pouvoir justement se positionner. On a étudié les chiffres de deux pays, donc qui sont similaires en termes de développement avec le Maroc, qui sont le Portugal et la Pologne. Donc, je pense que c'est les deux pays qui sont similaires. Je ne dirais pas en type d'attaque, mais en termes de digitalisation et sûrement également en type d'attaque. Ok. Merci. Tu as évoqué tout à l'heure la DGSSI, on aura l'occasion d'y revenir. Salwa, tu as évoqué la vente pour les éditeurs de logiciels qui sont vraiment majoritaires dans ce webinaire. Je pense qu'on peut faire aussi une petite parenthèse sur la vente de services de cybersécurité, en l'occurrence au Maroc. Comment on fait pour vendre du service? Nicolas, si tu permets un retour d'expérience que j'ai eu récemment avec une entreprise qui avait, quand j'ai parlé de fil de cerveau, qui avait un bureau pour recruter les ingénieurs. C'est une entreprise qui est à Paris, mais qui est pratiquement en Europe, c'est 1500 personnes, qui avait un bureau pour recruter. Ils m'ont contacté à un moment donné pour faire une petite mission, pour voir comment il est le marché. Donc, je les ai accompagnés au mois de décembre. Au mois de janvier, ils ont ouvert un bureau parce qu'ils m'ont dit il y a un marché. Donc, il est passé pas par un bureau, par un représentant, il s'est installé directement. Donc, il m'a dit, tu m'as fait gagner une année. Donc, janvier,
ils ont recruté un DSI. C'est un franco-marocain qui est revenu de France, qui connaissait, qui avait travaillé avec eux, et recruté des commerciaux. Ça, c'est un retour d'expérience qui est assez récent. J'ai Fin l'impression que 2022, c'est vraiment le terrain fin, qui parle finalement. ouais, 2022, la mission, fin 2022, 2023, ouverture du bureau. Ok, donc ça veut dire que il faut se déplacer, il faut sentir, il faut parler Franchement, pour se faire il a sa même propre un idée. projet, avec une grande enseigne marocaine. Tout de suite, ça a prise et il a l'avantage qui est arrivé au bon moment. Tu vois, Ok, c'est des fois tu arrives au bon moment, ils avaient les outils les solutions pour cette entreprise et tout de suite, ils ont commencé à travailler ensemble. ça marche. Donc la preuve que c'est possible. Cela dit, quand on vend des services au Maroc, il y a aussi certains freins et une certaine réglementation qui est en place. Alors je sais pas qui veut en parler, Jamal, Salwa ou Houssine. Jamais tu préfères parler de la réglementation? Non, vas-y, je pense que tu avais un super slide où tu étais écrit dessus. Donc, Je vais ra- faire le truc sur le service, sur les sociétés de services. Je vais parler un peu de sociétés de services. Mm. Le truc avec les sociétés de services françaises, c'est que souvent les TGM sont quand même assez élevés en cybersécurité. Et sauf que ça passe pas en fait ici parce que le produit c'est la main d'œuvre, enfin c'est les personnes. On ne parle pas de site web, on parle pas de logiciel. Là on parle vraiment de la main d'œuvre humaine quoi. Donc externaliser du service au Maroc en gardant l'essentiel en France, je pense que c'est très compliqué, à moins d'avoir vraiment un service de ultra forte valeur ajoutée sur du conseil hyper spécifique ou des choses comme ça, mais du coup, ça ciblerait, on va dire, des entreprises déjà bien matures sur le sujet de la cyber au Maroc. Par contre, avoir peut-être des équipes locales ou développer, ça peut se réfléchir. Euh, mais toujours, bien sûr, faut être proche du développement au Maroc et proche des équipes, etc. Parce qu'il y a quand même, un gros cycle de formation terrain à faire pour les étudiants, par exemple, ou choses comme ça. Donc, je vais laisser peut-être. Je ne sais pas s'il y avait des questions sur ce, Nicolas. Bon, pour parler de la réglementation rapidement, donc la CNDP, c'est la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. Donc, tout le monde se sait, c'est la même chose en France. Donc, elle a été créée je crois, en 2009, 2011, création de la DGSSI, donc c'est la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information. C'est l'équivalent de l'ANSSI en France. Donc, la même pratiquement copier-coller ainsi. Alors après, il y a l'adoption de la loi 520 sur la cybersécurité qui a été promulguée en 2020, juillet 2020. Donc l'objectif principal de cette loi, c'est de mettre en place un cadre juridique pour la réglementation de la cybersécurité au Maroc. Il y a un décret dont il faut parler. C'est donc, selon la loi, l'application de la loi 520 sur la cybersécurité, les entités et les infrastructures d'importance vitale doivent obligatoirement mener des audits périodiques. Alors, parmi les choses à avoir pour pouvoir faire ces audits, c'est une société, la société doit être, le capital doit être marocain à 100%, ou majoritairement détenu par des Marocains, et aussi les auditeurs proposés doivent être de nationalité marocaine. Ça, c'est les deux points bloquants pour une entreprise française qui n'a pas de structure au Maroc, pour tout ce qui est audit. Mais ça concerne que les entreprises étatiques et les entités, on va dire, sensibles pour l'économie marocaine. Mais par contre, pour une entreprise qui n'est pas de droit, enfin, qui n'est pas étatique ou autre, une entreprise française peut faire les audits. Mais généralement, ça ne se fait pas beaucoup.
encore, les audits. C'est un autre Ah, problème, donc Jamel peut en oui. témoigner. Ok, il y a beaucoup de choses qui viennent d'être là en très peu de temps. Donc, Rapide. juste pour reprendre un petit peu, donc CNDP, c'est l'équivalent de la CNIL, hein, en gros. Le contenu, enfin, les lois relatives, donc la 0908, moi j'ai discuté avec le président de la CNDP. De toute façon, c'est des textes qui sont, je dirais pas copier-coller comme dit Houssine, tu vois, mais largement inspirés des textes français. La DGSSI, c'est pareil, elle est sous la direction de l'administration de la Défense nationale. Il y a différentes lois avec l'adoption donc de la 0520 et comme le dit Houssine, la 0520 a tué beaucoup de cabinets de conseil et d'audit au Maroc. Des cabinets qui avaient l'habitude de faire du conseil, de l'audit auprès d'administration. Et avec cette fameuse 0520 où on a fait comme en France finalement, seuls les organismes PASI, on a employé le même terme, hein. Donc PASI, qui était PASI, pouvait faire des audits auprès d'organismes étatiques ou d'infrastructures d'importance vitale, donc privées ou publiques, donc d'importance vitale ou d'importance critique pour le Maroc. Donc en gros, c'est ça. Donc ce qui fait que des audits, il y a des audits réguliers qui se font au niveau des administrations et des établissements privés qui sont classés donc critiques, comme les banques, par exemple. Donc, c'est régulier, c'est régulier, c'est régulier, mais tout le monde doit être PASI. S'il n'y a pas de PASI, vous ne pouvez pas le faire. C'est même pas la peine de postuler pour le faire. Et en plus, pour être PASI, il faut au minimum 3 personnes de nationalité marocaine au sein de votre entreprise. Le seul problème, c'est que si jamais il y a des fois des petits problèmes, puisqu'on en voit de plus en plus. Il y a des sociétés qui sont passées aujourd'hui et le lendemain, elles ne le sont plus parce qu'il y a un employé qui a la certification qui a décidé de quitter l'entreprise. Là, je crois que tu mets le doigt sur un point hyper important, c'est que ça, en fait, c'est pas la société qui est, Non, c'est la euh, personne. qui C'est est la accréditée personne. PASI, c'est la C'est personne la au sein de la personne. société. Donc, si C'est la la personne personne. part, Mm. l'accréditation de De la son part. société tombe. Part. Donc, c'est-à-dire que demain, j'embauche 3 personnes qui sont passées, qui ont passé l'examen au niveau de la DGSSI, qui ont été agréées. Mon entreprise est passée également. Je peux demander à la DGSSI d'être parmi la liste des entreprises avec du personnel PASI. Demain, il me quitte, je saute. Et C'est le gros aujourd'hui, il y problème. a, Mais aujourd'hui, il part avec son certificat accrédité par la DGSI. Donc, il peut C'est ça. travailler chez une entreprise. Je peux embaucher demain 3 personnes qui sont, comment ça s'appelle, qui sont labellisées PASI et je demande à la DGSSI d'être agréée également, quoi. L'entreprise soit agréée parce que j'ai 3 personnes qui sont PASI. J'ai pas besoin de repasser En les examens. sachant que c'est pour que la société puisse être accréditée PASI, donc il faut ces 3 personnes qui soient accréditées PASI. Pour être accrédité PASI en tant que personne, déjà, il faut avoir justifié un certain nombre d'expériences dans l'audit. Pour que la structure puisse avoir cet agrément, il faut qu'elle puisse avoir 3 personnes PASI, mais le PASI peut être PASI audit architecture, PASI audit, audit organisationnel. Donc, il nous faut 3 personnes accréditées PASI, chacune dans un domaine d'audit différent. Donc après, la stratégie d'un point de vue business, ce serait plus peut-être d'intégrer ces personnes dans le capital parce que enfin, si on est une société d'audit et qui faisons peut-être à 100% d'audit, d'ailleurs c'est aussi une des contraintes de cette accréditation. Normalement, il faut être une société qui fait que de l'audit. Donc, à partir de ce moment-là, je pense d'un point de vue business, il va falloir prendre ces personnes-là comme du capital au final parce que c'est... et Non, ce qui explique, Salwa et Jamal, qui est que 8 entreprises aujourd'hui qui est l'accréditation. Et donc, j'avais noté des gens comme Data Protect, LMPS, Thales Maroc, Orange Cyber. Donc voilà, il y a quand même relativement peu à l'échelle d'un pays d'organismes PASI capables d'auditer des infrastructures d'importance vitale ou étatiques. Et ou et encore, étatiques.
Et encore, ça dépend parce qu'il y a différentes classifications. Il y a une classe A et une classe B. Et sur la classe A, il n'y a juste qu'une seule entreprise. Donc si... Pardon, Salwa. En gros, pour ceux que ça intéresse, faut aller voir sur le site de la DGSSI. Donc, les conditions d'éligibilité, c'est être constitué sous forme de société de droit marocain, avoir une expertise dans l'audit de la sécurité des systèmes d'information, avoir une structure organisationnelle dédiée exclusivement à l'audit et à la sécurité des systèmes d'information. Donc, remplir certaines conditions d'exigence en tant que prestataire et être qualifié au minimum dans 3 domaines d'audit. C'est pour ça qu'on disait au moins 3 personnes qualifiées. Donc, que ce soit dans l'organisationnel, le physique, l'architecture, la configuration, en pentest, en audit de code, en audit de système industriel. Donc, avoir au minimum un auditeur par domaine de qualification demandée. Donc, 3. Et ensuite, il y a la fameuse classe A qui, elle, est ouverte uniquement sous les conditions suivantes. Donc, avoir un capital de la société majoritairement détenu par des Marocains et que tous les auditeurs doivent être de nationalité marocaine. Ok. Donc, c'est-à-dire que demain, vous voulez faire partie de la classe B. Faut être présent déjà au Maroc, ouvrir une société de droit marocain et ensuite pouvoir demander les accréditations. Et toutes les classes A, vous ne pouvez pas y accéder. C'est un point qui est très important et qui ferme relativement le marché de la vente de services au Maroc. Si je reprends aussi le commentaire d'Oussine tout à l'heure qui disait que, je ne sais plus si c'était Oussine qui l'a dit, qu'il y avait relativement peu encore d'audit pour les sociétés qui ne sont pas IV ou de grosses sociétés. Ouais. Donc si je récapitule... Ça commence à venir hein, de toute façon. Il suffit juste de se faire piéger 1 ou 2 fois par un ransomware et ils vont vite comprendre de l'utilité de faire des audits régulièrement. Et ça rejoint le commentaire que disait Salwa tout à l'heure. Si on veut être présent sur le marché marocain, il y a vraiment une problématique d'investissement, de stratégie sur du long terme, avec un investissement dans l'humain, qu'on soit en éditrice de logiciels ou dans la vente de services, sachant que dans la vente de services, il y a encore plus de freins. Donc si je récapitule, un relativement petit marché à l'échelle de l'Afrique, avec assez peu de chiffres officiels, mais il y a quand même de la place plutôt pour les sociétés, sociétés éditrices de logiciels. Même de services, hein. Et même de services si on veut être en amont et si on veut être prêt quand ça va vraiment il y a une tendance aussi sur les SOC. Il y avait Thales qui annonçait la mise en place d'un SOC aussi au Maroc. Ouais. Je pense que ne pas sous-estimer le fait d'être sur le même fuseau horaire et la mise en place de SOC de niveau 1 et 2 au Maroc. D'accord. Ouais, parce que du coup, point de vue service, il n'y a pas que l'audit dans la cybersécurité. Donc, on va pouvoir avoir l'audit. D'accord, ok. Donc, il n'y a pas que l'audit. Non, je sais pas que l'audit. Donc, il n'y a pas que l'audit. On va avoir donc les services d'audit, bien sûr, tout ce qui est accompagnement, mise en conformité, où là, pareil pour les organismes publics, il va falloir être passif. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est service d'intégration, même si on se moque avec les éditeurs, mais on a aussi des solutions qui sont vraiment, enfin, qui demandent énormément de compétences et d'expertise pour être mises en place. Je parle notamment de l'IAM parce que c'est mon domaine d'expertise. On peut rester des années sur un même projet. Et puis, il y a la partie SOC, effectivement, où là, il y a beaucoup de sociétés, notamment comme OCD, qui ont investi dans ce qu'ils appellent un micro-SOC, parce qu'ils utilisent la technologie EDR au lieu de technologie SIEM. Donc, ils utilisent un EDR, ils l'ont implanté ici au Maroc, un micro-SOC 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et par contre, il est beaucoup plus dirigé vers les sociétés françaises ou étrangères. Donc, c'est du service qui est outsourcé ici au Maroc. Ok. Ça marche. Je voudrais qu'on aborde assez rapidement, parce qu'il est 10h40, les événements liés au cyber, au domaine
au Maroc. Il y en a quelques-uns. Jamal, est-ce que tu veux les citer et peut-être les commenter? Je pense qu'on va commencer juste par l'un des plus anciens qui n'existe plus, qui était le Made IT qui s'est tenu à Sreret, donc là, dans la ville de Sreret, mais qui a été déplacé et renommé pour s'appeler le SIT, Security IT de Marrakech. C'est une société française qui fait ça, société d'événementiel française qui fait ça. On retrouve pratiquement tous les éditeurs de la place, enfin tous ceux qui ont des contrats au Maroc avec des distributeurs, les éditeurs, ceux qui font la cybersécurité. Et ils sont tous là. Et c'est ouvert uniquement au DSI et au RSSI. Donc si vous voulez trouver un DSI ou un RSSI, c'est là qu'il faut aller. Ça ne veut pas dire qu'il y a des projets en cours, mais au moins c'est le meilleur moyen pour faire du networking. Tu Et peux c'est sur un rappeler le mode nom, un Jamal, peu de l'événement, s'il te plaît? Le SIT. D'accord. SIT SIT, Africa. ça a lieu au mois de mai-juin, je crois. Mais je crois. Au mois de mai. Mais, Voilà, mais, au mois de mai. Marrakech, oui. Et 6 mois après, au mois de décembre, ils font le MIT. C'est pareil, c'est la même boîte qui fait ça et on va retrouver les mêmes personnes, que ce soit pour le SIT ou pour le MIT, Maroc IT Meeting. Et en septembre, ils font le DigiCloud. C'est une plateforme Swapcard dessus. Je ne sais pas si vous connaissez. Pour ceux qui connaissent, donc c'est une plateforme Swapcard où vous faites des rendez-vous en B2B avec des DSI, des RSSI pour présenter vos solutions et puis voir le besoin de la personne en face de vous. Me semble-t-il que le SIT Africa est sur le même modèle que les acides, Oui, si c'est organisé si par, je me par la trompe même pas. société, oui. Il est organisé au mois de décembre généralement. Par la même société, il regroupe les Il y a deux choses DCR et différentes aussi. Non, 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 là, je Il y a parle même. les assises de Monaco. Ah, De mémoire, C'est ça. c'est un événement qui est assez fermé où les DSI, les RSSI viennent et c'est vraiment fermé. Là, je crois que le SIT, c'est pareil, C'est c'est la pas même en mode chose. salon comme l'European Cyber Week ou le FIC. Exactement. On est sur un format différent, vraiment, avec l'accent sur le networking. Donc C'est là, ça. C'est sur 48 heures. ah, voilà. C'est sur 48 heures. On se retrouve dans un hôtel avec des activités le voilà. soir. Il faut avoir un stand, Côté, et on il fait faut du payer un business. stand, voilà, il faut avoir un stand, payer un stand et être présent et là rencontrer des personnes sur 2 jours, je crois. Souvent qu'il y a des séances plénières aussi avec pouvoir parler d'un sujet d'actualité ou autre. Il y a ça. Donc, c'est les 3 événements qui sont organisés par la même boîte qui s'appelle XCOM. Mhm. Ensuite, il y a cette année, il y a le GITEX qui s'exporte donc de Dubaï et qui est importé au Maroc. Le 30 Donc, il y mai, a je le crois. GITEX Africa qui va avoir lieu au Maroc et qui aura lieu au Maroc tous les ans, dorénavant. Il Donc, aura lieu le 30 mai, je crois. c'est ça, du 30 mai au 2 juin. Voilà, à partir du 30 mai. Et C'est je les crois. principaux salons. Après, vous avez les assises de l'OSIM. Ce sont des assises. L'OSIM, c'est l'Association des utilisateurs des systèmes d'information marocains. C'est vraiment le club des DSI et RSSI. Ils font pas mal d'actions, pas mal de conférences. Et ils font surtout ce qu'ils appellent les assises de l'OSIM, où là, vous pouvez venir et puis participer à des keynotes, des conférences, des ateliers, et vous faire du networking, et donc vous mettre en rapport avec des clients ou des éditeurs, ou des C'est distributeurs. ouvert ça, Jamal? C'est pas ouvert, il n'y a rien d'ouvert. On peut y participer, tout est payant. Oui, enfin oui, que ce soit clair. Est-ce que c'est ouvert au public via un tarif Il y a des tarifs spécifiques. Plutôt ok, élevé d'ailleurs, hein. Je les crois que assises de l'OSIM? Ok. pour les participants, je crois qu'il faut payer l'équivalent de 600 ou 700 euros quand même pour juste participer à l'événement. En tant que D'accord. participant, pas. Ouais. Ok. Après, tout est relatif au niveau des tarifs, ça ne veut rien dire. Et moi, la Chambre française, j'organise une mission collective sur la cybersécurité. Donc, ça fait 3 ans que j'organise ça. Ça sera au mois d'octobre. Les dates ne sont pas encore définies. La plaquette est en cours de réalisation. C'est des programmes de B2B. Donc, c'est uniquement des programmes B2B.
Donc, les entreprises viennent avec un cahier de charge, on les fait rencontrer les entreprises banques, assurances ou autres, celles qu'elles veulent rencontrer. On en reparlera. Lucine, tu me donneras les informations, puis on Oui, pourra bien relayer sûr, l'information auprès oui, des entreprises bretonnes. dès que la plaquette est finie, je vous l'envoie. Parfait, Toi et Nicolas. parfait, merci Est-ce qu'il y beaucoup. avait des questions peut-être dans les Juste participants? un Lucien? dernier point concernant la fiscalité. Quand on vend du service au Maroc, donc une solution logicielle et tout, il ne faut pas s'étonner s'il y a une retenue à la source de 10%. C'est dans le cadre de l'accord d'association franco-marocain. Donc, toute vente de prestations à une entreprise ou à un organisme au Maroc, il y a une retenue à la source de 10%. Elle était récupérable en France en tant que crédit d'impôt, mais il faut voir du côté fisc français. Mais je sais que ça existait, qu'elle était récupérable, mais soyez pas étonnés s'il y a une retenue à la source. Sur le montant hors taxe de votre prestation, logicielle ou autre. Et on a donc les conseillers internationaux de BCI, techniques et réglementaires, peuvent aider sur cette thématique-là, vraiment de retenue à la source. C'est un sujet qu'on connaît un petit peu. Ouais. Merci Ouais. Houssine, c'est un point important quand même. Ça peut Oui, bien On a sûr. grignoter la marge Ouais. facilement. de traiter. Juste, Là, je vous ai mis. deux petits mots pour terminer. Enfin, avant de terminer, je pense, avant de prendre les questions-réponses. Il y a ce qu'a dit Salwa tout à l'heure, c'est que le marché marocain marche beaucoup au relationnel. Ça veut dire que c'est pas parce que quelqu'un me reçoit aujourd'hui que je vais passer un contrat avec lui. Il y a besoin qu'il y ait un minimum de confiance qui s'instaure, de relationnel qui s'instaure. Donc, ça peut durer plusieurs mois avant de pouvoir se mettre d'accord sur un contrat. Ensuite, il y a les entreprises marocaines qui œuvrent dans la cybersécurité au Maroc. Il y a quand même pas mal d'entreprises qui sont implémentées, enfin qui travaillent beaucoup à l'étranger également. Donc sur le continent africain, il y a des entreprises marocaines de cybersécurité qui ont des bureaux en France, au Canada, aux États-Unis et qui travaillent. Voilà. Donc c'est pas juste des entreprises marocaines qui travaillent. Nous, par exemple, chez SS Prod, on travaille beaucoup avec la France. C'est-à-dire, on a des contrats avec, je ne sais pas si on peut citer les noms, mais on a des contrats avec de grosses structures françaises. Et il me semble que ce dont on avait parlé, c'est qu'il y a relativement peu de PME cyber françaises sur le marché marocain à l'heure actuelle, avec quelques exceptions dont tu m'avais parlé. Mais aujourd'hui, ceux qui sont présents, c'est, on a parlé tout à l'heure de Thales Maroc ou d'Orange Cyber, mais il y a aussi. Deloitte. est En fait, présent. tu m'avais dit que tous les grands de la tech français, Tout là. internationaux sont présents au Maroc, des Capgemini, etc. Atos. Cela dit, des PME éditrices de logiciels cyber françaises, Il y en a très peu, quoi. il y en a très Il y en a peu à l'heure Comment actuelle. vous analysez ça, du coup? C'est parce que les gros ont déjà pris toute la place ou il y a quand même réellement une opportunité pour les PME? Non, il y a une opportunité pour les PME, mais si on part sur les gros marchés donc d'État, donc des administrations, ça passe par des appels d'offres obligatoirement. Ouais. Et sur les appels d'offres, il y a ceux qui vont faire les CPS vont se baser principalement sur des rapports, par exemple sur le Magic Quadrant Gartner. Enfin, je vais dire n'importe quoi, par exemple sur un EPP, donc sur l'endpoint protection, une plateforme de protection des endpoints. Ils sont capables d'aller prendre le Magic Quadrant et dire voilà, moi dans les leaders, j'ai Microsoft, j'ai CrowdStrike, donc je vais prendre CrowdStrike. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure solution qui va convenir à son infrastructure, mais il va fonctionner comme ça. Si je suis dans le Gartner, ça marche. Si je ne suis pas dans le Gartner, ça ne marche pas. Maintenant, si je suis dans le Gartner et même si je suis mal classé, s'il y a des équipes sur place de l'éditeur qui travaillent avec un distributeur et qui font vraiment le travail commercial à fond, des workshops, du marketing, des prises de contact, ça marche. Il n'y a pas de problème dessus. Le principal, c'est qu'il y a comment ça s'appelle, cette relation qui doit être faite physiquement avec le client final et le marché marocain. Si vous faites votre business entièrement 100% de France, ça ne marche pas. Okay. Et l'intérêt d'être présent dans le Gartner, ce qui a un certain coût et ce qui n'est pas donné forcément à la PME qui commence à s'internationaliser aujourd'hui. Oui. Donc, Après le Gartner, il faut savoir ce que signifie le Magic Quadrant Gartner, c'est tout.
c'est pas obligatoirement les meilleurs qui sont en haut et les autres en Non, non, bas. mais Ça signifie pas, ça signifie pas, voilà, ils jugent pas la qualité de la solution. Je vais prendre juste des gens comme Tetris en France ou des gens comme Vadé qui ont des solutions qui sont vraiment au top et il n'y a pas grand monde qui les connaît ici, quoi. Ouais, si je prends une société comme Intrinsèque, il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent au Maroc, hein. Ouais, mais on parle surtout beaucoup des éditeurs aujourd'hui de solutions de cybersécurité. Après, il y a le côté intégration aussi des solutions au Maroc. Il y a côté C'est vrai intégration. que pour beaucoup, nous, on le voit bien. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une segmentation, effectivement, dans les grandes structures marocaines qui sont adressées par des grands groupes français ou internationaux. Et effectivement, le marché de la PME aujourd'hui en cyber sur le Maroc n'était pas encore tout à fait mature, mais le devient. Et le devient assez vite, finalement. Et c'est là où, effectivement, on a une force à apporter. Alors, nous, pour le coup, on est intégrateur de solutions de cybersécurité en France et on a une agence au Maroc aujourd'hui, depuis pas mal d'années. Et on voit bien qu'il y a un marché qui est en pleine croissance. Et là, j'ai recruté récemment 3 ingénieurs qui viennent de différents groupes marocains, automobiles, industriels ou bancaires. Et ils me disent qu'il y a un vrai marché aujourd'hui à prendre au Maroc, il y a un marché d'intégration et d'accompagnement. Donc, Exact. effectivement, il y a le côté conseil, effectivement, audit conseil, mais il y a aussi la mise en place. Dire, voilà, maintenant, on veut se protéger, on veut intégrer des solutions parce qu'on a des vrais soucis. Les chiffres, effectivement, ne sont pas forcément aujourd'hui très présents, mais je pense que c'est aussi un peu culturel de ne pas forcément divulguer forcément toujours des chiffres au Maroc. Mais pourtant, effectivement, les attaques, il y en a tous les jours. Et aujourd'hui, on rencontre, nous, des industriels qui sont des belles entreprises marocaines qui me disent aujourd'hui, on est embêtés parce qu'on travaille beaucoup aussi avec les sports. Et nos donneurs d'ordre à l'étranger souhaitent qu'on se protège, entre guillemets, et qu'on assure certaines garanties de nos données. Voilà. Donc, c'est Non, là c'est où le très marché est en train de s'ouvrir, voilà, de plus en plus. C'est exactement ça. C'est-à-dire, nous, par exemple, avec ISS Fraud, je vous disais au début, on avait centré notre activité 100% sur l'étranger. Donc, on a travaillé avec pas mal d'organismes français, que ce soit étatiques ou privés. Dernièrement, donc, on a commencé à s'attaquer au marché marocain parce qu'il y a une forte demande dessus. Surtout au niveau des multinationales qui sont implantées, par exemple, sur la zone de Tangemed. Nous, on a ouvert à Tanger spécialement des bureaux spécialement pour ça. Au niveau de Tangemed, qui ont cherché des prestataires donc pour de l'intégration, même pour de l'infogérance, tout simplement locale, et ils n'ont pas trouvé. Et ils ont été obligés de se retourner vers le siège, donc en France ou ailleurs. Et c'est pas le même coût. Et c'est embêtant parce qu'il n'y a personne sur place, quoi. Tout à fait. C'est Donc, bien pour ça que nous, on a voilà, un personnel donc, qui est vraiment basé au Maroc. C'est vraiment la c'est stratégie. ça. En C'est fait, la on l'a fait en deux stratégie. temps. On a des collaborateurs qui sont au Maroc, qui travaillent pour la France, donc qui sont aussi formés sur ce métier-là avec nos clients. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de le faire travailler sur le Maroc. Et même eux sont très moteurs sur le sujet d'ailleurs. Ils disent, voilà, ce qu'on fait pour la France, il faut qu'on le fasse pour le Maroc. Effectivement, c'est un marché qui est en pleine évolution. Et je pense qu'on a aussi rencontré des beaux éditeurs de solutions de cybersécurité qui ont été bloqués en fait par l'intégration. Limite, moi, j'ai des marchés, j'ai les clients en face. Alors ça peut être même l'armée, ça peut être les services publics et autres, mais il dit je n'ai pas trouvé des intégrateurs finalement pour aller au bout du chemin, quoi. Donc, et donc c'est là qu'il y a vraiment une place à prendre. Voilà. Il y a une belle place à prendre. Mm. Et après, c'est comme vous dites, faut être sur place. Mais il faut le Faut faire être avec sur l'équipe place. marocaine, de toute manière. Voilà, Voilà, avec une équipe marocaine qui connaît les codes, qui connaît tout à fait. la culture du pays et puis qui avance, quoi. Exactement. Puis en plus, on a des très beaux profils. Aujourd'hui, on a pris nous, des juniors pour démarrer. Là, on a pris plutôt des seniors qui permet aussi de faire monter en compétence nos juniors, tout bêtement. Et on a des très, très beaux profils. Voilà, très intéressants. C'est ça. C'est un bel exemple d'investissement local, Olivier, hein, en effet. Oui. Ouais, moi, on est vraiment content de cette aventure marocaine, quand même, plus de 3 ans maintenant. Et on voit bien que c'est en pleine croissance. Voilà. Et depuis 1 an à peu près, il y a la DGSSI aussi qui s'est énormément activée parce que, comme on a vu tout à l'heure, il y avait la directive depuis 2011, il me semble. Ils ont mis à jour, enfin, ils ont sorti la loi il y a quelques années, mais qui n'était pas vraiment, enfin, on va dire qu'ils n'étaient pas très stricts sur l'application.
en tout cas dans les organes publics. Et là, depuis 1 an, ils ont envoyé des lettres déjà à tous les organismes publics d'importance vitale. Nous, on travaille beaucoup avec les CHU au Maroc, donc ils ont tous reçu déjà une lettre pour classifier les données qu'ils ont en interne, donc ceux qui sont justement d'importance vitale et des autres. Et suite à ce travail, il fallait justement lancer tout un projet déjà de mise aux normes, mise à la réglementation. Il y a beaucoup de marchés qui sont sortis sur la mise en conformité ISO 27001 parce qu'elle se rapproche aussi beaucoup de la loi 0520. Et donc, qui dit mise en conformité ISO 27001 dit aussi derrière des projets d'intégration de solutions cyber, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas justement des solutions de base, style gestion des comptes à privilèges ou des choses comme ça, quoi. Donc voilà, donc là c'est vraiment un début, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose qui démarre. Donc là, déjà pour les organismes publics, comme je vous dis, il y a des gros chantiers qui sont lancés sur la mise en conformité. Donc normalement, tout de suite va suivre aussi les projets d'intégration. Il faut Non, mais en fait, il y a du sensibiliser. marché pour tout le monde. Excusez-moi. Là, je vois nos chers invités là, qui nous ont fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dans la formation, il y a des gens qui sont dans l'édition, enfin, éditeurs de logiciels. Il y a des gens qui sont dans la prestation de services, dans l'intégration et tout. En fait, il y a une place pour tout le monde. C'est-à-dire que formation, on a besoin de formation, énormément. On a besoin d'académie cyber. On a besoin d'intégrateurs qui maîtrisent vraiment les solutions. On a besoin de solutions haut de gamme, enfin, innovantes. Moi, j'ai fait un tour, donc Glimpse, je connaissais déjà un petit peu Glimpse. Je pense qu'il n'y a personne qui fait l'équivalent ici encore au Maroc. Il n'y a pas encore l'équivalent au Maroc. C'est-à-dire que c'est peut-être une solution qui a de l'avenir ici au Maroc, sincèrement. J'ai vu Sequoia, ils font de l'XDR. Donc voilà quoi. Donc il y a de la place pour tout le monde. Le tout, c'est de savoir, c'est être présent et savoir se vendre. Et connaître les codes aussi. Vous voyez, Connaître les codes. on a dépassé de 30 minutes, ça c'est normal. Du coup. Ah, il faut connaître les codes. C'est-à-dire que c'est toute une histoire de relation. J'allais un peu rebondir. Bonjour. Bonjour Soufiane. Bonjour. Alors, je me présente déjà. Je suis Soufiane Kaissari. Je suis chargé de valorisation chez Glimpse et je suis marocain. Et donc, c'est pourquoi je suis très intéressé déjà par ce fait-là, par le webinaire et par tout ce qui est. Je me suis reconnu sur plusieurs, disons, aspects. J'ai eu mon doctorat au Maroc et puis je suis venu en France. Donc, il y a toute une. Bon. Alors, ouais, et j'ai vu que là, Jamel, il y a, disons, marché au niveau de l'audit. Et donc là, Glimpse, elle propose des solutions dans l'audit et donc d'aider les auditeurs, les CSIRT ou bien les SOC pour l'analyse des malwares ou bien des fichiers en général. Donc, ouais, il y a un marché. D'après ce que j'ai vu, j'ai noté plusieurs choses et c'est pas facile déjà, à ce que je vois. Et bon, on va voir par la suite. C'est très intéressant. Et j'envisage aussi d'avoir des partenariats au Maroc. Et voilà. On est déjà partenaire sur LinkedIn, on peut l'être même Ouais. sur le business marocain si tu veux. Ouais, c'est ça. En tout cas, on est très intéressés bien aussi sûr. pour développer des solutions. Nous, on aime bien les solutions françaises parce qu'on communique facilement déjà avec les éditeurs. Il y a une proximité de culture qui est quand même importante. Et en général, je trouve que ça se passe bien. Moi, je préfère toujours les partenariats avec les solutions françaises qu'avec les solutions américaines où là, on est un peu plus loin. Donc là, par exemple, dernièrement, on développe aussi un partenariat avec une solution française de chiffrement mail. Donc voilà, nous, on est là, quoi. S'il y a besoin de quelque chose. Côté, vu que Sequoia a été cité, merci.
Voilà, simplement pour dire effectivement qu'on a déjà des échanges en lien avec le Maroc, en particulier via des partenaires MSSP français de taille importante, qui sont nos partenaires importants en France, qui ont des implantations évidemment au Maroc. Donc voilà, on travaille déjà avec des équipes marocaines de partenaires initiaux, voilà, qui est un peu la première façon d'aborder le marché pour nous, quoi. Merci, merci Anne. Oui, Axel, vous devez filer. Bah oui, désolé, on a débordé. Non, même pas. Il est. Enfin, j'avais prévu 1h30. On est bon. Par contre, on a dépassé de 30 minutes le timing autorisé. Merci, Axel. À bientôt. Merci À pour bientôt, au votre revoir. intervention. Je vais lancer le petit sondage avant que tout le monde quitte le navire, si vous voulez bien. Merci encore à tous, en tout cas, pour votre présence et puis vos réactions, vos témoignages. Merci Salwa, merci Djamel, merci Houssine pour nous avoir consacré du temps. Je sais que vous êtes très occupés. Merci pour votre concours et puis pour vos interventions de ce matin. J'ai lancé le petit sondage. Normalement, ça devrait apparaître sur vos écrans. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Nicolas, est-ce que tu le vois, le Je l'ai sondage? je l'ai vu apparaître. Je l'ai vu apparaître, sinon je crois qu'il apparaît dans la conversation, non? Non, oui, Il les deux. apparaît Oui. peut-être dans la conversation. Il C'est un apparaît dans la sondage. conversation. On peut La faire première afficher. question, c'est êtes-vous satisfait de ce webinaire? Il y a des 5 petites étoiles pour. En fait, vous allez dans la conversation à 10h59, Karen, vous cliquez sur afficher et là vous avez les 3 petites questions qui apparaissent. Voilà. Et un grand merci, Jamal, Salwa De rien. et Houssine. Un grand merci à Karen et Nicolas d'avoir organisé et merci aussi aux participants. Pour leurs interventions, oui, complètement. Nicolas, Avec plaisir. Ceux qui veulent mes coordonnées pour d'autres informations ou collaborations ou ce que vous voulez. quoi. Ouais, c'est ce que Juste j'allais pour dire. prendre Est-ce un que je peux café, rajouter il y a pas de problème. votre email? Alors, Jamal, ok, Salwa, je ne sais pas, tu me diras si je peux rajouter votre email dans les contacts utiles de ce webinaire. Elle vient de le mettre dans le chat, donc je pense que tu peux. Super. Bah, ça, je l'ai de toute façon, je le transmettrai. Et les participants entre vous, si vous êtes d'accord, je peux aussi vous mettre en relation, donner la liste des personnes qui étaient présentes au webinaire pour que vous vous mettiez en relation. Si c'est OK pour tout le monde, enfin au moins pour les personnes qui sont encore là, je peux transmettre la liste des inscrits de ce matin. Il reste Juliette, Martial, Olivier, Oumaima et Soufiane. Oui, avec plaisir pour la liste des contacts. Juliette, ok. Parfait. Mickaël vient de transmettre son mail, donc je pense que c'est bon. J'enverrai je vais vous renvoyer à tous un mail avec la liste, avec la liste des participants. Ça marche. Ouais, je suis d'accord. J'étais en train de répondre là. Ça marche. Merci, Soufiane. Merci à vous. Cool. Bon, je dois filer Très bien. aussi. Ouais. Et À la Olivier aussi prochaine. vient de mettre son mail. Merci à tous. Ok. C'est bon. Parfait. Bonne Merci journée. à toutes Au et à revoir. tous. Merci beaucoup. Prenez bien Merci soin à de vous. tous. On vous tiendra Merci. au courant des prochains webinaires cyber. Il y en a d'autres dans le pipe. Il y en a un sur le UK qui est programmé que vous pourrez trouver sur l'agenda déjà de notre site web. Et puis on en organisera d'autres avec Nicolas. Super. Parfait. Merci À la beaucoup. prochaine. Bonne fin Au de revoir. journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Merci. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Aussi. Au revoir. Merci revoir. aussi. À bientôt. Au revoir.